Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. C'est une rupture qui est passée inaperçue vue de France, du moins pour le grand public. Le 28 janvier dernier, les autorités du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont annoncé que leur pays quitte la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Cette organisation régionale qui regroupait 15 pays, majoritairement francophones, se retrouve déchirée entre les injonctions internes à suivre un processus démocratique et la situation de ces trois pays dissidents qui ont connu des coups d'État militaires ces dernières années. Dans cet affrontement désormais assumé, deux blocs se font face et leur bras de fer pourrait avoir des conséquences sur la vie de millions de personnes. D'un côté, l'AES, l'Alliance des États du Sahel, composée de transfuges comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger, et de l'autre côté, la CEDEAO emmenée notamment par le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et ses autres États membres. Cette dernière organisation, très décriée, est aujourd'hui considérée par l'AES comme l'instrument d'un certain impérialisme occidental, notamment celui de la France. Mais quid de l'avenir pour ces États toujours en proie à la menace djihadiste? Qui a le plus à perdre et pourquoi la France est-elle citée dans ce divorce ouest-africain? Nous tenterons d'y voir plus clair avec mes deux invités dans ce nouveau numéro de l'entretien d'actu. Et pour évoquer ce sujet, je reçois Antoine Glaser. Bonjour, vous êtes Bonjour. Journaliste, grand connaisseur des sujets sur l'Afrique de l'Ouest notamment, auteur du Piège africain de Macron, du continent à l'Hexagone, paru en 2021 aux éditions Fayard. Et près de vous, Hamzat Boukari Yabara, bonjour, historien. Votre dernier ouvrage en date, c'est L'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique, paru aux éditions du Seuil également en 2021. Bonjour. Première question d'abord, est-ce que vous avez été surpris par ce départ des trois pays de la CEDEAO? C'était un peu dans l'air du temps depuis l'été dernier, Hamzat. Ah oui, je dirais même que c'était dans l'air du temps depuis 2020, c'est-à-dire qu'il y a une batterie de sanctions qui ont d'abord porté sur le Mali en août 2020, novembre 2021, janvier 2022, de la part de la CEDEAO, qui a durci sa position vis-à-vis de ce pays. Et les coups d'État qui ont suivi au Burkina et au Niger, qui ont ramené finalement les trois pays à se mettre ensemble sous la menace d'une intervention militaire de la CEDEAO, ne pouvaient amener logiquement, je pense, qu'à une rupture. Donc je pense qu'on peut être surpris de cette sortie des trois pays de la CEDEAO. Ça permet également d'acter la création de l'AES, qui se pose vraiment comme une véritable entité géopolitique. Et je pense que cette sortie de la CEDEAO aura sans doute d'autres suites en termes de réajustement géopolitique au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Antoine Glaser, les tensions allaient croissantes ces derniers mois. Est-ce que c'était une suite logique que d'avoir ces trois pays qui quittent la CEDEAO? D'abord, dire qu'on n'a pas été surpris, c'est l'accélération. Hein. C'est dans le rythme. Je veux dire que finalement, ces pays, effectivement, il y a une telle pression de la CEDEAO qu'on voyait bien que ces pays ne pouvaient faire que finalement que se solidariser contre la communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Mais ce qui a été quand même surprenant, c'est l'accélération. Ce qui a été quand même surprenant, et c'est une bonne chose, c'est leur capacité à s'allier. Hein, je veux dire, c'est pas toujours évident quand vous êtes faible, même si ce sont des militaires et des putschistes. Je veux dire, d'avoir aussi une base, on a bien vu la volonté de souveraineté, mais dire que c'est quand même l'accélération est une surprise. Que ces pays, finalement, prennent leur distance avec la France, c'est une chose. Cette capacité à se mettre ensemble, à redessiner un ensemble dans la région, c'est quand même tout à fait... Enfin, moi, je trouve ça assez inattendu. Qu'est-ce qui est reproché à la CEDEAO? On sait qu'il y avait toujours une menace de sanctions, même si certaines avaient été levées, notamment contre le Mali. Qu'est-ce qui est aujourd'hui reproché à cette organisation qui existe depuis 1975? D'abord, il faut rapidement rappeler que l'ensemble de ces pays, finalement, ont été créés dans une sorte de communauté franco-africaine d'une période post-coloniale de 60 jusqu'à la chute du mur de Berlin. Donc, tous ces pays avaient quand même une entité qui était quand même tournée vers la Tour Eiffel, vers la France. Et c'est vrai que quand on parle de CEDEAO, il y a les pays francophones et les pays anglophones. Mais en ce qui concerne
les pays comme le Mali, le Burkina et le Niger, c'est bien évidemment la France qui avait le leadership. Et le tournant du Niger, qu'on n'a pas suffisamment remarqué, c'est que la France s'est trouvée isolée, même de ses propres alliés. Ça veut dire que la France s'est fait virer du Niger, mais les États-Unis ont gardé leur base militaire à Agadez. Les Allemands sont toujours aussi présents. Pour moi, c'est un tournant qui n'est pas simplement le fait pour ces pays africains, mais aussi pour la France. C'est toute la diplomatie d'influence de la France dans cette région et sur l'ensemble du continent africain qui est maintenant mise à mal, parce qu'on voit que tous les pays européens ne sont plus du tout, comme ça a été le cas pendant des décennies, en vol un peu de canard derrière la France qui donnait toujours le là en disant voilà ce qu'il faut faire dans tel et tel pays. Les autres Européens demandaient toujours à la France ce qu'il fallait faire. Et maintenant, on est quand même dans une nouvelle configuration, une mondialisation. Et c'est plus la France, c'est plus la Tour Eiffel qui dit ce qu'il faut faire dans toute cette région. Alors, en fait, le problème de la CEDEAO, c'est que c'est une organisation qui a été créée pour l'intégration économique sous-régionale ouest-africaine, à partir notamment de la libéralisation des échanges, de régime de libre circulation des biens et des personnes. Et donc, lorsque, dans les sanctions que vous imposez au Mali, vous fermez les frontières, vous allez à l'encontre de votre propre objet social. La CEDEAO est devenue, d'une organisation chargée de l'intégration, une forme d'agence de police des bons régimes ou des mauvais régimes au niveau de l'Afrique de l'Ouest. C'est une organisation qui s'est politisée énormément avec le temps, surtout que l'UEMOA jouait le pendant économique, donc elle se contentait, elle, de remplir la fonction politique. La fonction politique, elle s'est politisée en passant d'un statut de médiation à un statut de tutelle. Et donc, elle a pratiqué l'ingérence. Or, nous avons des États qui fonctionnent sur le principe de non-ingérence dans les affaires internes. Elle s'est immiscée dans les affaires internes du Mali, du Burkina Faso, du Niger. Elle émet des recommandations qui n'ont pas de valeur légale, qui n'ont pas de valeur obligatoire. Et elle impose des sanctions qui ne sont pas inscrites dans les traités même de la CEDEAO. Ces sanctions qui peuvent être prises lorsque un État fait défaut à ses obligations, à aucun moment la CEDEAO n'a été en mesure d'expliquer en quoi le Mali, le Burkina ou le Niger faisaient défaut à leurs obligations. Et donc, elle n'a pas à se positionner sur les questions d'ordre politique. Donc, elle s'appuie sur d'autres textes et d'autres traités pour tenter d'émettre des sanctions. Et on a vu très rapidement la communauté internationale, donc l'Union africaine, le Conseil de sécurité des Nations unies, l'Union européenne, la Banque mondiale, le FMI, tous appuyer les sanctions de la CEDEAO. Donc, c'est très rapidement vu comme étant l'instrument, finalement, de ladite communauté internationale contre les intérêts souverains du Mali. Et je pense que cette dimension d'ingérence est effectivement liée au rôle prépondérant de la France à l'intérieur de ce bloc, au fait que Paris passe toujours par Abidjan et par quelques autres capitales pour orienter les décisions de la CEDEAO, et que cette CEDEAO n'est pas en droit de s'immiscer dans les affaires internes du Mali. Le Mali a réglé sa transition. Assimi Goïta, il est constitutionnellement parlant chef de l'État et président de la République du Mali. Et donc, il faut laisser, comme les Maliens l'ont fait, les Burkinabés et les Nigériens régler de manière interne leurs problèmes. Et c'est là que la CEDEAO a pris ses rêves pour des réalités et a pensé qu'elle pouvait faire l'ordre, la loi, la justice en prenant le précédent de l'intervention de l'ECOMOG au Libéria et en Sierra Leone, qui déjà s'était faite sur des bases non légales, mais qui avait été portée par le Nigeria. Et donc, quand le Nigeria, avec Bola Tinubu, a pris la présidence de la CEDEAO, eh bien, certains ont pensé, du côté de l'Élysée, que c'était le moment rêvé, justement, pour pousser vers davantage, je dirais, d'ingérence, notamment sur le plan militaire. Et donc, la réponse de ces trois pays, ça a été de mettre en place l'Alliance des États du Sahel et, logiquement, de continuer jusqu'à la sortie de la CEDEAO. Antoine Glaser, c'est vrai qu'au sein de la CEDEAO, il y a des chefs d'État qui sont réputés plus proches de Paris, un peu plus intimes de l'Élysée que d'autres. Pour ne pas le citer, Alassane Ouattara, notamment. Oui, mais là, ce qui vient d'être dit est important parce que dans la CEDEAO, il y a des pays plus ou moins, quand vous voyez le Nigeria, il faut quand même expliquer que le Nigeria, c'est 200 millions d'habitants, je veux dire. Pour eux, pour les Nigérians, pour le président Tinubu du Nigeria, le Niger, il considère que c'est quasiment sa banlieue. Et donc, c'est le fait que Paris a vu que le Nigeria accédait à la présidence de la CEDEAO. Et à ce moment-là, il s'est dit le seul dans la région qui a la puissance militaire, c'est le Nigeria.
parce que vous savez, la Côte d'Ivoire n'a pas cette capacité. Ils peuvent intervenir, mais c'est pas eux qui peuvent intervenir sans le Nigeria. C'est vraiment le Nigeria, et c'est une sorte d'opportunisme, d'opportunité à Paris. Il faut savoir que Emmanuel Macron, il a fait son stage au Nigeria, il a toujours rêvé du Nigeria, il a fait des grandes visites au Nigeria, il est toujours en train de chanter, de valoriser. Lui, il dit toujours, c'est ce qu'il dit, qu'il avait horreur du pré-carré français des anciennes colonies d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, que lui, il faut aller au Nigeria, il faut aller en Afrique du Sud, il faut sortir du pré-carré et aller dans un pays anglophone. Donc il a vu une opportunité en s'appuyant sur le Nigeria, en disant, voilà, le Nigeria va intervenir au Niger. Je veux dire, il faut quand même réaliser ce que c'est pour la France de se faire virer comme elle s'est fait virer du Niger, et le pouvoir nigérien n'acceptant même pas que les militaires français puissent sortir par Cotonou, ce qui les aurait bien arrangé, mais les obliger à partir par le Cameroun. Si vous regardez une carte, vous comprenez tout de suite qu'il y a 1700 km à faire. Vous passez ou alors retourner ou aller au Tchad, où il y a déjà une opération française et militaire. Donc, je veux dire, c'était vraiment... On voit à quel point Emmanuel Macron était agacé, parce qu'il voit un petit pays, cette résistance de ces putschistes, et il n'y croyait pas jusqu'à la dernière minute. Il a vraiment cru en maintenant son ambassadeur Sylvain Ité à Niamey, en pensant réellement que le Nigeria allait intervenir. C'est vrai que politiquement, économiquement, la Côte d'Ivoire est toujours la base de la France en Afrique de l'Ouest. Mais dans cette histoire de CEDEAO et d'intervention, de menace d'intervention, c'est vraiment le rôle du Nigeria. Tinubu venait juste d'arriver au pouvoir. Il était président du Nigeria, président de la CEDEAO. Et donc, il se disait, maintenant, je suis le caïd de la région, quoi. Il faut quand même préciser que le Nigeria a imposé ses propres sanctions au Niger, notamment sur la fourniture d'électricité et quelques autres sanctions qui ont joué leur rôle. Et dans ce bras de fer, qui a le plus à perdre? On sait que le Mali, le Burkina Faso, le Niger ont beau être enclavés, ces pays représentent plus de 2 millions de kilomètres carrés. C'est une perte pour qui? Pour la CEDEAO, pour l'AES, qui en souffrirait le plus? Alors pour moi, c'est une perte pour tout le monde, mais chacun a du potentiel. C'est-à-dire que les pays restants de la CEDEAO, s'ils se mettent au travail, peuvent tout à fait s'en sortir. Et l'AES a du potentiel pour décoller. Il y a énormément de ressources dans ces territoires-là. Le fait d'être enclavé n'est pas nécessairement une contrainte, puisqu'on a des régimes qui veulent se baser sur l'autosuffisance, donc partir finalement de leur propre réalité, plutôt que de rester dans une économie d'extraversion qui essaie de tous les pays côtiers. Donc je pense qu'il y a une certaine cohérence dans ce qui est proposé ou possible au niveau de l'AES. Et maintenant, vis-à-vis des pays côtiers, il y a évidemment des connexions entre les pays côtiers et les pays de l'intérieur sur des questions agricoles, sur des questions de transhumance, sur les questions évidemment portuaires. À mon sens, tout ce qui est déjà mis en place va rester. C'est-à-dire que la CEDEAO, qui est une organisation d'intégration, a déjà mis en place des infrastructures, des traités, des accords de libre circulation qui, à mon avis, vont rester. Je pense que si et l'AES et la CEDEAO reviennent, je dirais, à des négociations, elles mettront en place sans doute des partenariats sur certains points. Mais il est probable quand même que la CEDEAO évolue et aille vers une forme de disparition. Qui a le plus à perdre, Antoine Glaser? Je pense qu'on pense toujours, ce sont les populations de ces trois pays de l'AES, de l'Alliance du Sahel, le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Mais dans la réalité, on a bien vu que quand il y a eu un blocage à la frontière, que ce soit en particulier du Mali au départ ou du Burkina, il faut quand même jamais oublier qu'il y a 3 millions de Burkinabés qui travaillent dans les plantations en Côte d'Ivoire. Je crois, il n'y a pas de chiffre exact, mais je pense qu'il y a environ 5 millions, je vais dire, de Maliens qui sont en Côte d'Ivoire. Donc vous avez des populations, une mixité, etc., qui rend quasi impossible ou totalement utopique d'imaginer que vous pouvez... De toute façon, on connaît bien aussi que les frontières en Afrique ne sont pas hermétiques. Et donc, je veux dire, je pense que, bien sûr, à court terme, on les voit, ce sont les populations du Sahel qui sont en train de souffrir. Mais je vais dire, en même temps, vous pensez bien que les ports comme Dakar, Abidjan, etc., qui ont toujours comme ça alimenté ces pays de l'Hinterland, pour eux, c'est aussi un manque à gagner quand vous avez des dizaines de milliers de camions qui attendaient à la frontière quand il y avait des problèmes. Donc je pense je suis d'accord, ils ont tous à perdre. Ce n'est pas simplement ces trois pays enclavés.
ça veut dire même les pays côtiers, ils ont un perdre. En plus, vous savez, en ce moment, il y a des discussions comme ça, encore un peu confidentielles, avec les Marocains qui proposent à ces pays de sortir sur l'Atlantique par leur voie. Quand vous voyez par exemple qu'à Kidal, au Mali, pourquoi est-ce que vous aviez un téléviseur qui valait moins cher à Kidal au nord du pays qu'à Bamako? Il fallait bien qu'il arrive de quelque part. Il arrivait d'Algérie. Les gens, s'ils regardent une carte, ils verront, il y a quand même des trafics en tout genre dans toute cette région. Donc, on n'est pas non plus il n'y a pas de frontières comme ça marquées, contrôlables, etc. Donc, tout ça, tout le monde à perdre. Tout le monde à perdre à terme. Enfin, les activités économiques vont reprendre. C'est-à-dire que, par exemple, le Togo s'est clairement positionné pour être le débouché atlantique des pays de l'AES au niveau du port de Lomé. On voit que la diplomatie du président togolais est très particulière. Elle est un peu différente du reste de la CEDEAO. Il y a la question de la Guinée qui continue à se poser. On verra ce qui va également se passer au Sénégal. Donc, je pense qu'il y aura encore pas mal d'évolutions. La Guinée, où il y a également eu un changement de régime par la force et qui n'est pas tout à fait en bon terme avec la France, du moins qui est dans un entre-deux un peu flou. On ne comprend pas très bien. Pas vraiment de contestation, de rejet de la présence française. Disons que ce qui est reproché très clairement au Mali, au Burkina Faso et au Niger, c'est de se rapprocher de la Russie. Je pense que c'est ça aussi qui est en jeu et qui explique pourquoi il y a cette tension de la part des puissances impérialistes derrière la CEDEAO, dans le cas de la Guinée, qui effectivement, à l'époque de 1958, avait connu une situation qui peut rappeler les sanctions vis-à-vis du Mali aujourd'hui. On n'est pas tout à fait, je pense, dans ce format-là encore. D'accord. Antoine Glaser, pourquoi la CEDEAO aujourd'hui, en 2024, continue d'être accusée d'être instrumentalisée par l'étranger, notamment par la France? Est-ce qu'on peut l'expliquer, sachant qu'on parle d'États supposément souverains? Pourquoi ces accusations d'instrumentalisation perdurent-elles? Et est-ce qu'en parallèle, Hamzad l'évoquait, la présence de nouveaux partenaires comme la Russie et la Chine ne vont pas renforcer ce face-à-face un peu entre les deux blocs? C'est totalement paradoxal, parce que finalement, c'est incroyable comment la présence de l'armée française, quelque part, a servi un peu de cache-misère à une présence française qui est globalement en déshérence dans l'ensemble de ces pays. C'est ça le paradoxe. C'est sur le plan militaire ou politique ou autre, la France a toujours, dans sa diplomatie d'influence, c'est toujours un ambassadeur de France qui est le secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, par exemple. C'est la France qui a toujours écrit toutes les résolutions sur l'Afrique, que ce soit pour l'intervention en Libye, que ce soit pour virer Laurent Gbagbo de la présidence, etc. Donc c'est la France qui tenait ce qu'on appelle la plume, le stylo des opérations des Nations Unies. Mais sur le plan économique et autres, maintenant c'est open bar l'Afrique. L'Afrique est totalement mondialisée et on se focalise sur la CEDEAO. Mais au sein même de la CEDEAO, pourquoi on pense que c'est toujours, on se tourne vers la France? Parce que c'est vrai qu'il y a des erreurs qui ont été commises. Quand, par exemple, Emmanuel Macron, avec Alassane Ouattara, ils ont décidé que c'est eux qui allaient donner leur propre tempo sur le changement du franc CFA en écho, sans en parler au Nigeria. Il ne faut pas croire que la CEDEAO, tous ces chefs d'État, ils sont tous d'accord entre eux. Ils sont tous d'accord pour ne pas avoir d'opposants dans les pays des uns et des autres. C'est une solidarité entre chefs d'État, c'est le club des chefs d'État. Mais sinon, ils ne sont pas entre le Grand Nigeria, la Côte d'Ivoire et autres. Croyez-moi, ce n'est pas non plus où le Ghana est par rapport à la Côte d'Ivoire. Il y a toujours des problèmes, ce sont de grands producteurs de cacao. Donc, il ne faut pas voir la CEDEAO comme une entité qui marche comme un seul homme. Mais c'est vrai, ça vient d'être dit. Je veux dire, le Togo, ça a toujours eu une attitude totalement différente par rapport au Burkina, au Mali et au Niger que les autres pays de la région. Mais la CEDEAO, c'est vrai on a l'impression que c'est eux qui disent ça c'est bien, ça c'est mal, ça il faut revoir l'ordre constitutionnel. Mais tout ça, il faut pas surévaluer les capacités de la CEDEAO, parce que les CEDEAO, c'est pas pyramidal, il n'y a pas un chef de la CEDEAO, c'est tournant. Je suis toujours un peu surpris comment on surestime aussi la CEDEAO. À ce sujet et au sujet des accusations de collusion avec la France, je vous propose d'écouter Emmanuel Macron. C'était en août dernier lors de la conférence des ambassadeurs. Il parlait justement de la politique française avec les États où avaient eu lieu des coups d'État. On écoute Emmanuel Macron. J'ai entendu des voix, j'ai écouté des journaux, j'ai lu des tribunes qui nous expliquaient « N'en faites pas trop, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. » Non,
On doit être clair, cohérent. Cohérent. Sinon, qui nous écoutera? Dans quelle capitale africaine on peut dire qu'on a une politique de partenariat avec un dirigeant si quand ils subissent cela, on ne peut pas être en soutien? Donc je pense que notre politique est la bonne. Elle repose sur le courage du président Bazoum, sur l'engagement de nos diplomates, de notre ambassadeur sur le terrain, qui reste, malgré les pressions, malgré tout, et malgré toutes les déclarations d'autorité illégitimes, grâce à l'engagement de nos forces de sécurité intérieure et de nos militaires. Maintenant, il faut être clair, nous ne sommes pas engagés. Il ne faut pas céder à un narratif utilisé par les putschistes qui consisterait à dire notre ennemi est devenu la France. Le problème des Nigériens aujourd'hui sont des putschistes qui les mettent en danger parce qu'ils abandonnent la lutte contre le terrorisme, parce qu'ils abandonnent une politique qui était bonne économiquement pour eux et qui sont en train de perdre tous les financements internationaux qui étaient en train de leur permettre de sortir de la pauvreté. C'est ça la réalité. Et si on ne le dit pas nous avec courage, qui le dira? Donc nous devons poursuivre cette politique avec fermeté, sortir des mensonges et des facilités. Et donc notre politique est simple. On ne reconnaît pas les putschistes. On soutient un président qui n'a pas démissionné, aux côtés duquel nous restons engagés. Et nous soutenons l'action diplomatique, et quand elle le décidera, militaire, de la CEDEAO, dans une approche de partenariat, qui est celle que j'ai présentée en février dernier. Ni le paternalisme, ni la faiblesse, parce que sinon, on n'est plus nulle part. Alors, Hamzat, entre le paternalisme et la faiblesse, est-ce qu'il ne vaut pas mieux maintenant, aujourd'hui, avec tous ces chamboulements dans la région, de n'être nulle part? Écoutez, je pense que la France a peur de disparaître du paysage africain. Je pense qu'une grande partie de son histoire est liée à l'Afrique. Elle s'y accroche et elle ne conçoit pas que d'autres, alors non seulement pourraient la remplacer, mais surtout qu'il y ait une volonté de la part des populations africaines, des jeunesses africaines, de ne plus la voir présente sur son sol. Je pense que ce serait bien plus pertinent, effectivement, qu'elle se retire, qu'elle entende ce qui lui est demandé. Et c'est le fait, je pense, de n'avoir pas entendu et d'avoir persévéré dans des décisions qui ne correspondent pas aux attentes des populations, qui a durci les relations envers le Mali, qui a imposé un rapport de force qui est en train aujourd'hui de tourner en faveur, je pense, quand même des pays, au moins des pays de l'AES, même si, évidemment, on peut penser qu'il y aura d'autres mesures de rétention qui viendront. On entend là d'ailleurs, Antoine Glaser, la fermeté d'Emmanuel Macron, c'était donc à la suite du coup d'État au Niger. Est-ce que la réaction de l'exécutif, je le rappelle, il y avait eu une convocation d'un conseil de défense, la diplomatie française avait clairement déclaré qu'elle soutiendrait une éventuelle intervention. Est-ce que cette façon de réagir avec fermeté, avec une pointe d'interventionnisme, n'est pas en train de délégitimer à la fois l'Élysée et l'organisation sous-régionale qu'est la CEDEAO? Non, on sent un véritable agacement du président parce que finalement le temps passe, il voit que ses propres alliés et partenaires se retournent vers la France en disant alors on veut bien vous soutenir, mais on a bien vu que pendant que l'ambassadeur Sylvain Ité était encore bloqué dans son ambassade et Emmanuel Macron refusait finalement de le retirer. Vous aviez en le même temps des personnalités américaines, des secrétaires d'État, vous aviez des généraux américains qui venaient à Niamey. Donc la France, c'est l'agacement quand le président il dit mais enfin on peut pas être nulle part. Mais finalement non seulement ça, mais la France est nulle part. Et je pense qu'il y a un agacement aussi parce qu'il y a pour Emmanuel Macron, ce sont ses alliés quand même. C'est pas simplement comme ça l'armée française qui se retire, qui est virée comme ça de 3 pays. C'est aussi ses propres alliés. Il y a un vrai chamboulement dont on ne parle pas encore, mais c'est vraiment un chamboulement profond dans les relations aussi. Il n'y a plus de relations franco-africaines. Les alliés de la France font plus confiance à la France, y compris au niveau de l'Afrique de l'Ouest. On voit que des 3 pays, non seulement il y a la Russie, mais même avec la Libye, on voit même le président, vous avez une base, quand même, vous avez des militaires français au Tchad, ça n'empêche pas Mahamat Déby d'aller à Moscou, ça ne les empêche pas non plus. Les Nigériens sont en train de discuter en ce moment avec Haftar en Libye. Donc vous avez comme ça des changements, des bouleversements très profonds. Et on voit qu'il faut voir que du côté d'Emmanuel Macron, son problème, ce n'est pas simplement l'Afrique, c'est le problème aussi franco-français des militaires. Qu'est-ce que vous allez faire des militaires? Il y a eu un conseil de défense le 12 décembre. Et jusqu'à l'heure où l'on parle, qui sait exactement combien
combien de militaires français vont rester dans les bases de Côte d'Ivoire, du Gabon, on sait que Djibouti est considéré comme l'Indo-Pacifique. Les 1500 ou 1200 soldats français resteront à Djibouti. Mais l'ensemble du continent, on est en train de parler de changements profonds dans les prochaines semaines et les prochains mois. Si la France a voulu se maintenir aussi longtemps, je veux dire, c'est parce qu'il y avait 58 soldats français qui avaient été tués. Et donc, Emmanuel Macron, il disait, mais il faut que je rende compte aussi aux familles françaises. Vous voyez que il faut voir l'ensemble du donné pour voir pourquoi cet agacement, parce que voilà, on sent qu'il perd la main, il n'a plus la main, et depuis le 12 décembre, personne ne sait exactement qu'est-ce qui va se passer dans ces bases militaires françaises en Afrique. Et les buts de guerre de ces interventions ont toujours été un peu flous. La situation sécuritaire aujourd'hui n'est pas forcément pire que ce qu'elle était avant le départ des forces françaises. Alors, sur l'intervention militaire de la France au Sahel, effectivement, les buts de guerre étaient flous. L'armée française est devenue une armée d'occupation. Elle s'est étendue. Elle a été derrière la mise en place du G5 Sahel. Elle s'est faite chasser à partir du moment où il y avait le passage à Takuba avec les Danois, les Suédois, etc., qui eux-mêmes ont été persona non grata. Et on a bien vu que la stratégie militaire était très floue et que la question de l'Azawad, de la partition du Mali, se posait. Donc on a le sentiment effectivement que la France n'était absolument pas impartiale dans son intervention au Mali, qu'elle défendait ses intérêts sans l'avouer, et que la situation sécuritaire ne s'est absolument pas résolue sous sa présence. Et je pense que c'est tout à fait normal qu'il y ait eu des coups d'État militaires, puisque à partir du moment où vous considérez que la solution, c'est les militaires, vous délégitimez déjà des présidents souvent mal élus, souvent impopulaires, et vous créez, je dirais, de l'humiliation nationale au niveau des armées. Et ça explique aussi en partie le fort soutien populaire vis-à-vis des militaires qui sont arrivés au pouvoir dans des circonstances différentes dans les trois pays. Dans certains cas, ce n'était pas vraiment des coups d'État, c'était des batailles à l'intérieur des transitions. Et aujourd'hui, on a quand même un élan patriotique qui nécessite effectivement que l'armée française ne soit plus présente au Sahel. Il y a la question du Tchad qui se pose et qui va continuer à se poser, qui là, je pense, renvoie à d'autres équilibres géopolitiques. Mais du point de vue des buts de guerre de la France, effectivement, il y a le flou. Donc il y a la question franco-française qui vient d'être appelée. Mais il y a surtout évidemment la préservation de certains intérêts géostratégiques. Est-ce que ce n'est pas l'expression aussi de l'échec en matière de sécurité de la CEDEAO elle-même, parce que l'organisation sous-régionale n'a jamais su lutter elle-même contre la menace djihadiste. Et aujourd'hui, les trois pays donc, qui forment l'Alliance du Sahel se disent eh bien, nous allons prendre notre destin en main. Absolument, puisque de toute façon, ça fait partie des arguments qu'ils expliquent dans leur lettre de retrait. Ils expliquent que la CEDEAO n'a jamais montré la moindre compassion vis-à-vis des populations endeuillées du Sahel, n'a jamais apporté le moindre soldat ou la moindre munition pour aider les pays du Sahel, et que dès qu'il y a eu des changements au niveau constitutionnel dans ces pays, eh bien la CEDEAO, notamment au sommet de Bissau, a annoncé la réactivation de la force en attente. Alors il y a une force en attente de la CEDEAO dont on parle depuis un certain temps, qu'on n'a jamais vue, mais là on a décidé de la réactiver pour en faire une force de force anti-putschiste. Qui était en ordre de bataille l'été dernier. Alors là aussi, entre ce qui est annoncé en termes de communication et ce qui est réellement sur le terrain, je pense qu'il y a une certaine distance. Apparemment, le plus bouillant était Alassane Ouattara, qui disait qu'il avait déjà son bataillon, mais tous les autres pays, c'était un peu le flou sur le type de soldats qu'ils allaient mettre à disposition de cette intervention. Donc on voit bien que la CEDEAO, de toute façon, n'a pas vocation à intervenir sur les questions militaires. Son travail, c'est un travail d'intégration économique et régionale, et si elle faisait bien ce travail, il n'y aurait pas de coup d'État. Parce que s'il y avait cette intégration économique, les situations politiques seraient bien meilleures. Mais à partir du moment où elle s'est politisée, où elle est devenue effectivement un peu la chasse gardée de quelques chefs d'État, où elle a mis de côté les positions du Parlement de la CEDEAO qui étaient différentes de l'Assemblée des chefs d'État, eh bien on a bien vu qu'elle était totalement hors sujet. Antoine Glaser, l'AES qui maintenant rassemble 100 000 soldats, est-ce que finalement la CEDEAO ne se retrouve pas face à un échec évident de n'avoir pas su gérer la situation de la menace terroriste et de concéder que ces trois pays ont raison de se serrer les coudes? Oui, ce qui est vrai, c'est que le G5 Sahel avait été créé par la France.
C'est vrai que c'était vraiment les pays d'Afrique de l'Ouest plus la Mauritanie qui n'était pas au départ au niveau de la CEDEAO, même de l'UEMOA, et vous aviez de l'autre côté le Tchad. Le problème du Tchad, c'est un problème, le Tchad regarde vers la Libye, vers le Soudan. Je veux dire, le Tchad, c'est la France qui avait amené le Tchad, parce que les combattants, l'armée tchadienne, très souvent, c'était aussi dans le temps des anciens rebelles qui savaient combattre avec l'armée française dans le massif des Ifoghas et autres. Et donc, c'était un peu des supplétifs utilisés par la France à un certain moment donné pour renforcer les armées sahéliennes. Mais tout ça, c'était une construction extérieure qui ne correspond pas à une réalité. Ça ne me fait pas plaisir de le dire, mais les djihadistes, quelque part, par rapport aux Occidentaux, ils ont gagné. Ils ont fait fuir, personne ne le dit, mais ils ont fait fuir les Occidentaux de la Mauritanie jusqu'au Soudan. Il y a plus, vous n'avez plus d'ONG, il y a plus. Alors, on peut dire, oui, ben, c'est bien, il reste, ce sont les Africains qui gèrent leurs affaires. Mais globalement, vous aviez des humanitaires, vous aviez le Burkina Faso, c'est le pays des 700 ONG. Et quelque part, finalement, on arrive à une situation où il n'y a plus d'Occidentaux dans toute cette région, et même au niveau de l'aide, même aux populations, c'est quand même, ça peut être un problème. Et deuxièmement, il ne faut pas dire non plus que la situation sécuritaire dans le Sahel, on parle toujours des djihadistes. Le problème, ce n'est pas les djihadistes, c'est les trafics en tout genre, parfois orchestrés par des États. Donc, je veux dire, c'est le côté informel de tout ça, hein, dans des trucs. Ça veut dire que les pouvoirs, avant les putschs, c'était des pouvoirs qui n'exerçaient pas finalement leurs prérogatives régaliennes, santé, éducation, justice. Des djihadistes, ils font la justice dans les villages. Et l'absence de l'État. L'absence de l'État. Donc, vous voyez, on est dans quelque chose qui est comme, il faut à un certain moment donné, d'ailleurs ils le font, il faut oublier la France et passer à autre chose. Et là, il y a un vrai problème de coordination des pays de la région. Mais la CEDEAO, franchement, c'est quelque chose, c'est une superstructure qui est hors sol par rapport aux réalités du terrain. Hamzat Boukari Yabara, pour conclure donc sur peut-être la suite, l'avenir entre l'AES et la CEDEAO, peut-être les relations avec la France, qu'est-ce qu'on peut en attendre, en espérer? Au niveau de l'AES, de toute façon, ils sont partis pour tout démanteler. Donc, il y a la sortie de l'UMOA, du franc CFA, qui est sans doute également dans les cartons. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes ces organisations sont vraiment des traités, des maillages. Donc, il faut tout déconstruire, point par point, et voir ce qui peut être repensé différemment, ce qui peut relever d'autres types, je dirais, d'accords. Et puis aussi repenser, je dirais, l'orientation géopolitique. Je pense que la question de l'Algérie aussi va se poser. Fin des accords d'Alger, voilà. La question du Maroc également qui a été évoquée tout à l'heure. Donc c'est une nouvelle géopolitique qui est en train de se mettre en place. Et pour moi, il y a une cohérence totale à ce que les États du Sahel se mettent ensemble. Et je trouve que c'est intéressant de voir 3 pays se mettre ensemble sur une même ligne politique, idéologique. Et je pense que c'est vraiment à la CEDEAO de se remettre fondamentalement en question aujourd'hui. Merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Antoine Glaser, journaliste, auteur du piège africain de Macron, et vous, Hamzat Boukari Yabara, historien, donc auteur avec d'autres de l'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique. Et merci à vous de nous avoir regardé et d'avoir regardé cet entretien d'actu. Restez sur le média que vous pouvez suivre sur notre page YouTube ou sur le canal 350 de la Freebox. Vous le savez, nos programmes ne sont financés que par vous. Offrez-vous à partir de 5 € par mois un véritable média libre et indépendant, un média des luttes à la télévision. Bonne suite des programmes sur le média.